regarde Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce vendredi 12 septembre. Tout de suite les titres. L'Algérie rejoint officiellement l'Alliance africaine de l'hydrogène vert à l'occasion des travaux du sommet africain mondial sur l'hydrogène. Un pas de plus vers une intégration dans le secteur des énergies renouvelables. Le président de la République arabe sahraoui démocratique Ibrahim Ghali adresse une lettre au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Les détails dans ce journal. Le président de la Commission de l'Union africaine condamne les atrocités commises contre les civils dans la province du Nord Kivu. Bonsoir à tous, nous continuons de vous parler d'intégration économique en Afrique cette fois-ci. C'est le secteur des énergies renouvelables qui est à l'honneur à la faveur de l'adhésion de l'Algérie à l'Alliance africaine de l'hydrogène vert, une adhésion qui plante les jalons d'une coopération fructueuse à venir entre les États africains. Regardez. C'est désormais chose faite. L'Algérie a officiellement rejoint l'Alliance africaine de l'hydrogène vert à l'occasion des travaux du sommet africain mondial sur l'hydrogène tenu à Windhoek en Namibie. Un pas de plus dans le mouvement vers l'intégration énergétique du continent africain pour lequel l'Algérie joue un rôle fédérateur, y compris dans les énergies renouvelables, étant un acteur dans ce secteur. L'adhésion de l'Algérie à cette alliance africaine s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'hydrogène, notamment dans le volet relatif au renforcement du partenariat et de la coopération internationale dans ce domaine. Cette intégration représente également un message fort d'unité et d'ambition continentale en faveur du développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert à travers tout le continent, ainsi qu'une étape importante dans le cadre de la stratégie algérienne de transition énergétique et de diversification de l'économie nationale. L'Algérie ambitionne en effet de tirer parti de ses énormes potentialités en matière d'énergie renouvelable pour devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l'hydrogène vert. Il s'agit également de permettre au pays de renforcer son rôle dans la coopération interafricaine autour de l'hydrogène vert, d'échanger les expériences, expertises et technologies de pointe avec les États membres, de participer à des programmes de formation, de développement des capacités, mais aussi d'accéder à des opportunités de financement et d'investissement dans des projets d'hydrogène vert à l'échelle continentale. L'Alliance s'est fixé 6 principaux objectifs stratégiques, démontrer le leadership continental et mettre en avant les ambitions industrielles vertes, soutenir les cadres juridiques et réglementaires et accompagner les gouvernements dans l'élaboration des lois permettant de tirer profit de l'hydrogène vert. Elle vise à accélérer et à optimiser le développement des marchés, à créer des modèles de financement vert pour les économies locales, à promouvoir le développement technologique et le partage d'expertise technique afin de construire des chaînes d'approvisionnement locales performantes, ainsi qu'à établir des partenariats stratégiques pour renforcer le soutien technique et faciliter l'accès au financement auprès des partenaires internationaux. Lancée en mai 2022, cette alliance vise à créer une plateforme dirigée par les gouvernements africains réunissant les pays du continent engagés dans l'accélération des projets dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'hydrogène vert à grande échelle, de renforcer la coordination, la concertation et la coopération régionale et de consolider le rôle de l'Afrique en tant que leader mondial de l'économie de l'hydrogène vert. Que pensent les experts de ce nouveau pas de l'Algérie en direction de l'hydrogène vert en Afrique? Je vous propose d'écouter l'analyse de Berded Mandouche, expert international en énergie. Effectivement, l'Algérie vient d'intégrer l'Alliance africaine pour l'hydrogène. C'est une excellente chose dans la mesure où cela permet à l'Algérie à renforcer son rôle dans la coopération intra-africaine autour de l'hydrogène, qui est le gaz du futur, compte tenu de son expérience dans ce domaine, à travers la production d'hydrogène aux moyens propres, mais également, surtout, à travers le partenariat. Et le plus important, c'est le partenariat entre le groupe Eni italien et la Sonatrach en vue de produire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire à travers une énergie solaire au niveau du sud,
et donc de l'exporter vers l'Europe à travers un autre partenariat stratégique de construction d'un corridor, le South 2, qui vise donc à transporter de l'hydrogène à partir de l'Algérie, mais également à partir du pays d'Afrique du Nord, vers l'Italie en traversant la Tunisie pour arriver à l'Autriche et en Allemagne, projet qui est soutenu par la Commission européenne sur l'énergie. Donc cette alliance, ou plutôt cette intégration de l'Algérie à cette alliance, va aussi permettre à l'Algérie d'avoir des opportunités de financement et d'investissement dans les projets d'hydrogène à l'échelle aussi bien africaine qu'au niveau de l'Algérie. Mais je signale que dans ce domaine, l'Algérie est un acteur majeur dans le futur pour non seulement la production, mais également l'exportation de l'hydrogène vert. Et l'Algérie, comme tout le monde le sait, est également un acteur majeur dans la production d'énergie solaire. L'objectif en matière d'énergie renouvelable, y compris principalement le solaire, vise à placer l'Algérie parmi les pays dans le futur exportateurs d'énergie renouvelable, notamment l'hydrogène qui est considéré, je le répète, comme étant le gaz du futur. Énergie toujours, le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a tenu jeudi une série de réunions avec des responsables des sociétés énergétiques mondiales en marge de la 3e journée de la conférence et exposition Gastech 2025 qui se tient à Milan, en Italie. Dans ce cadre, Hachichi s'est réuni avec une délégation de la compagnie américaine Chevron, conduite par le vice-président chargé du développement commercial de la compagnie, Joe Cook, et les deux parties ont évoqué le niveau d'avancement de discussion concernant les opportunités de développement des ressources en hydrocarbures dans les zones d'intérêt identifiées dans les bassins d'Oanet et de Berkine. Le patron du groupe algérien Sonatrach s'est également entretenu avec les responsables des sociétés japonaises. Le président sortant de la Banque africaine d'import-export Afrixim Bank, Bénédicte Omra, a affirmé jeudi lors d'une audience tenue, son institution était prête à soutenir les projets énergétiques lancés par l'Algérie dans le cadre de ses efforts en faveur de l'intégration économique africaine, notamment le projet du gazoduc transsaharien et les projets d'interconnexion électrique régionale. Rappelons que l'Algérie, qui vient d'accueillir la 4e édition de l'IATF, mise beaucoup sur des projets d'infrastructure afin de dynamiser l'action de l'intégration économique continentale et contribue à propulser la zone de libre-échange africaine. Et en parlant de l'IATF, zoom sur la participation du Tchad à l'édition 2025, le pays qui a été représenté par le président maréchal Idriss Déby Itno a signé beaucoup d'accords et de contrats avec la partie algérienne notamment, et ce dans divers secteurs. À ce titre, le facilitateur de la délégation du Tchad à l'IATF, Salah Mohamed Issaka, a révélé que l'État tchadien avait par ailleurs beaucoup apprécié le lancement d'une escale aérienne à la capitale N'Djamena sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de l'émission Les Pros de l'Écho sur Al24 News. Nous avons été surpris, agréablement surpris par tout ce paquet qui a été mis par l'Algérie et mes impressions sont les bonnes et c'est une réussite totale de notre côté, du côté du Tchad, et je pense que c'est aussi le cas pour les autres pays africains qui ont pris part à cet événement. Nous, il y a quelque chose qui nous a vraiment marqué du côté du Tchad, par la délégation tchadienne, c'est l'annonce de l'ouverture de la ligne de la desserte Alger-N'Djamena et aussi le vol qui part à destination du Nigeria. Exact. On va faire une escale à N'Djamena. Donc ça, c'est la chose qui nous a beaucoup marqué parce que nous, on a eu beaucoup de défis en termes logistiques. On va revenir sur la question de la transsaharienne, mais ça, c'est un grand succès.
C'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup apprécié par l'État algérien, par l'État tchadien, j'allais dire, et la délégation tchadienne qui était présente. Le président de la République arabe sahraoui démocratique Brahim Ghali a déclaré dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres que l'Assemblée générale des Nations Unies a souligné chaque année dans ses résolutions successives la responsabilité des Nations Unies envers le peuple du Sahara occidental, territoire en attente d'une décolonisation. La lettre de Ghali attire l'attention sur le fait que le Front Polisario rappelle et souligne une fois de plus que le plan de règlement OUA mutuellement accepté par les deux parties, le Front Polisario et le Maroc, en 1988 et approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 658 et 690 est le seul accord mutuellement accepté basé sur le compromis pratique et raisonnable pour parvenir à une résolution juste et durable à la décolonisation du Sahara occidental. Le Conseil constitutionnel sahraoui a officiellement rejoint le Congrès mondial sur la justice constitutionnelle, a annoncé vendredi l'agence de presse sahraoui. Cette adhésion témoigne du statut avancé du Conseil constitutionnel sahraoui sur la scène judiciaire internationale et confirme son engagement à défendre les principes de bonne gouvernance et les droits constitutionnels. Au Maroc, le peuple marocain n'en finit plus de battre le pavé pour exiger la fin de la normalisation avec l'entité sioniste et exprimer son rejet du génocide sioniste à Gaza pour lequel il tient le régime du Marzen comme complice des exactions commises par l'armée d'occupation contre les Palestiniens. La ville de Dar el-Baïta a connu hier une grande manifestation durant laquelle le peuple marocain a crié haut et fort son opposition à la politique du gouvernement actuel. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a salué hier l'annonce par la Haute Commission électorale nationale des résultats des 34 municipalités qui ont participé au deuxième groupe d'élection des conseils municipaux qui ont conclu les journées de vote les 16 et 23 août 2025. La Manul salue également l'annonce des résultats pour la municipalité de Chevrif qui était en attente depuis le premier groupe d'élection du conseil municipal qui s'est tenu en novembre 2024. Le 12e contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique sera déployé selon un communiqué publié par le ministère camerounais de la Défense. Le ministre Joseph Betty Assomo a présidé jeudi à l'école de formation aux opérations de maintien de la paix de Metioboum dans la région de l'Est du Cameroun. La cérémonie de remise de l'étendard au 2e contingent de la MINUSCA au titre de la relève de 2025 selon les médias locaux. Ce 12e contingent est composé de 1300 soldats avec pour mission de protéger et de veiller sur les civils pendant un an. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a condamné l'attaque meurtrière perpétrée contre des civils dans la province du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au moins 89 personnes ont pour rappel été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans l'Est de la République démocratique du Congo au cours de 2 attaques simultanées menées par des rebelles ADF et visant principalement des civils, ont indiqué des sources locales et sécuritaires.
Dans le chapitre santé, le ministère de la Santé zambien a enregistré 13 nouveaux cas de choléra durant les dernières 24 heures, portant le nombre total de cas signalés depuis la propagation de l'épidémie le 5 août dernier à 114 cas. Notez que le bilan des victimes affiche pour le moment un seul mort. Cinéma en clôture de ce journal avec la 5e édition du Festival international d'Imadrassen. Des ateliers de formation ciblant 50 jeunes passionnés du 7e art ont été ouvertes jeudi à la Maison de la Culture à Mohamed Laïd El Khalifa de Batna. Ces ateliers sont dédiés aux jeux d'acteurs, à l'écriture de scénarios, à la réalisation et à la critique de cinéma en marge des projections des films programmés lors de cette édition du festival. Un programme a été élaboré et comprenant des séminaires scientifiques sur le cinéma et la fiction ainsi qu'une journée d'études sur l'histoire du mausolée numide d'Imadrassen en plus de projections de films pour enfants. Pour rappel, 53 films produits dans 27 pays sont en compétition pour les prix du festival. Et je vous propose justement de revoir sur l'un des aspects de ce festival, à savoir les courts-métrages avec notre envoyé spécial à Batna Flahleli qui a tendu son micro à la réalisatrice algérienne Iman Ayadi. On l'écoute. La 5e édition du Festival international du film Imadrassen se poursuit pour le 3e jour. Aujourd'hui, un focus sur un court-métrage algérien, Nia, réalisé par Iman Ayadi, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Iman. Bonsoir Fella. Bienvenue sur Al24 News. Merci beaucoup, merci de couvrir l'événement. Alors Iman, que représente pour vous la participation de votre court-métrage à cette 5e édition du festival ? Alors, ça représente énormément puisque mon film a fait beaucoup de festivals internationaux, il a remporté beaucoup de prix, mais c'est quand même une sensation exceptionnelle de le passer vraiment dans mon pays, là où je suis née, là où j'ai grandi, et surtout que le public pour qui j'ai écrit ce film puisse le voir. Oui. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire et réaliser ce film ? Ce qui m'a inspiré, c'est une histoire personnelle, et je pense que c'est un peu une histoire personnelle de tous les Algériens de ma génération. Oui, et il parle de quoi ? Peut-être un synopsis. Oui, alors ça parle d'une petite fille qui vit dans les années 90, pendant la décennie noire, et cette petite fille, même si elle est protégée par ses parents, elle ne sait pas exactement ce qui se passe autour d'elle, mais quand même, elle perçoit l'ambiance de ce qui se passe. D'accord. Et quel message souhaitez-vous transmettre à travers ce film ? Déjà un message où nous on a vécu des traumatismes étant jeune, et qu'un enfant, même s'il a rien vu de grave autour de lui, mais quand même il peut ressentir les choses et garder ce traumatisme éventuellement toute sa vie. Alors Iman, bonne chance pour votre film et merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi Fella, à bientôt. Merci. Alors nous continuerons à couvrir ce festival et à vous faire vivre l'expérience de cette 5e édition du festival Imadrassen. Restez avec nous sur Al24 News. Merci Fella Leili pour tous ces détails et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al24 News.